On a Olivier qui, lui, ne voulait pas trop voir mes récits de l'ombre. Et pourtant, dans ce webinaire, eh ben, on s'y rapproche quand même pas mal. Cyril Malka, sans divan. Sans divan. Cyril Malka, sans divan. Bonjour tout le monde, bonsoir, bienvenue au premier webinaire de la saison. Et puis, pour démarrer, je me suis dit, je vais taper fort ce coup-ci. Je vais commencer par parler de quelque chose dont en fin de compte, on m'a régulièrement posé la question. Bonsoir Chris. La question c'est, ouais, mais si en fin de compte les narcissiques sont un problème génétique, tout comme les sociopathes, les psychopathes. Comment ça se fait qu'en fin de compte, on a franchement l'impression qu'il y en a de plus en plus, hein. Alors comment ils se reproduisent si c'est seulement génétique? Et en fin de compte, le problème est un petit peu plus compliqué que ça, bien entendu. Et c'est donc de ça dont il va s'agir dans ce webinaire. Bonsoir Sarah. Alors, avant tout, je me présente. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle Cyril Malka. Je suis psychologue cognitif comportemental, hypnothérapeute et puis quelques petits trucs en plus. Vous pouvez en savoir plus si vous allez sur ma page internet malka.fr, c'est ma page principale. Et là, il y a tout un truc qui s'appelle Où est Cyril Malka? Et là, vous pouvez vous jeter dans la lecture. Et vous pouvez même prendre rendez-vous avec moi si vous voulez prendre rendez-vous avec moi. Alors, aujourd'hui, j'ai décidé de parler de deux sujets, pas seulement le narcissisme, mais également les sociopathes, les psychopathes, ou ce qu'on appelle le trouble de la personnalité antisociale. Donc, je vais commencer par faire une rapide présentation des deux personnalités. Je dis rapide parce que en fin de compte, j'ai fait des vidéos sur le narcissisme, sur les narcissiques, ce que c'est, etc. J'ai fait des vidéos de 2 heures ou 3 heures sur le sociopathe. Donc, je me dis que juste pour mémoire, en quelque sorte, juste pour planter le décor, si vous voulez en savoir plus sur ces caractéristiques ou sur ces personnalités, vous n'avez qu'à voir les vidéos qui correspondent. Sans ça, on n'arrivera jamais sur le sujet. Bonsoir Catherine. Donc, alors déjà, le narcissisme, encore une fois, c'est seulement certains des symptômes, ça n'est pas toute la personnalité, c'est les symptômes les plus courants, et puis c'est juste pour vous planter un petit peu le décor. Donc, en tant que trouble de la personnalité, le narcissisme, on va trouver une image de soi qui est extrêmement grandiose, qui est exagérément positive, bien entendu, parce que les personnes narcissiques ont une tendance à se percevoir comme exceptionnelles, supérieures aux autres, fantastiques, incroyables, et donc elles ont très souvent des fantasmes de succès illimité, de pouvoir, de beauté idéale. Et puis, quand les choses vont plus mal, elles se victimisent parce que c'est les autres qui leur ont mis les bâtons dans les roues. Il y a eu tel et tel problème. C'est jamais de leur faute quand les choses se passent mal. Et puis, cette expression de supériorité, ce sentiment de supériorité, il est donc accompagné d'un besoin totalement constant d'admiration, de validation. Il faut toujours que cette personne soit le centre de la pièce, le seul sujet intéressant d'ailleurs. Et les narcissiques ont également une tendance à penser et à croire, et même à dire, et à exiger, pas seulement à dire, mais à exiger, qu'ils méritent un traitement très spécial, hein, parce que c'est pas n'importe qui, des privilèges, bien entendu, les lois ne sont pas pour eux, ou alors ils sont toujours l'exception. Ils n'ont pas besoin de faire
quoi que ce soit de spécial hein, pour mériter ce traitement spécial. Et donc, dans leurs relations, que ce soit des relations à la famille, dans le couple ou ce que vous voulez, au travail, ça va être des exploiteurs. Ils vont utiliser les autres pour atteindre leurs propres objectifs. Ils n'ont pas de considération pour les sentiments et pour les besoins d'autrui. Et l'un des traits qui est particulièrement problématique et qui nous intéresse spécialement ce soir, ça va être leur manque d'empathie. Ils ont l'empathie, j'ai fait également une vidéo sur le sujet, donc je vais pas, même si je vais en parler un petit peu, je vais pas m'étaler sur le sujet. Mais ce sont des personnes qui ont beaucoup de mal, même l'impossibilité, pas tout à fait l'impossibilité, de reconnaître ou même de s'identifier aux sentiments et aux besoins des autres. Alors l'empathie, c'est pas seulement s'identifier aux besoins des autres, aux sentiments des autres, c'est aussi également les reconnaître, les connaître, les voir, les comprendre. Donc c'est pas nécessairement se mettre à la place des autres, mais ça aussi c'est de l'empathie. De toute façon, se mettre à la place des autres, un narcissique ne le peut pas, et ils peuvent reconnaître les sentiments des autres, mais pour le narcissique, les sentiments, les émotions des autres, même s'il les connaît, il les reconnaît, il sait ce que c'est, elles ne sont pas aussi importantes que les siennes, de toute façon. C'est-à-dire que si vous avez des problèmes, lui, il a eu des problèmes plus importants. Si vous souffrez, il a souffert beaucoup plus. Si vous avez eu une enfance pourrie, la sienne, elle était encore plus pourrie que la vôtre. Enfin bref, de toute façon, vous n'allez jamais gagner à ce jeu de « mon père est plus fort que ton père ». Et donc, en plus, leur comportement, il est très souvent perçu, donc, il n'est pas seulement perçu, mais il l'est, arrogant, hautain, condescendant et tout ce que vous voulez. Bonsoir Laurence, bonsoir la Bretagne. Ah, c'est bien la Bretagne. C'est là où vous avez des chapeaux ronds, non? Alors, le narcissisme, alors là c'était seulement quelques-uns de ces traits. Et le narcissisme en tant que trouble de la personnalité, on sait donc, par des études qui ont été faites, que il y a une très forte composante héréditaire. Quand on parle de l'ordre, dépendamment des études, on va de l'ordre de 65 à 75%. Ça dépend un petit peu des études, mais on est dans ces eaux-là. Et en règle générale, si ça ne va pas directement de la première génération, ça peut sauter une génération et apparaître à la seconde. Donc, et là, on prend seulement la première génération. Donc on a des études qui ont été faites par Torgerson et d'autres en 2000, qui ont fait des études sur des jumeaux qui ont donc été séparés à la naissance et donc élevés de façon différente et qui montrent de façon évidente qu'on constate la même personnalité narcissique. Et également Leavesley et d'autres en 93 qui ont aussi fait certaines études. Et enfin Kendler et Hall en 2008, et Hall ça veut dire d'autres, qui ont examiné les facteurs génétiques et environnementaux dans les troubles de la personnalité, tous les troubles de la personnalité, et donc qui, pour la personnalité narcissique, ont aussi jugé les troubles, les composantes héréditaires de l'ordre de 65 ou 68%. Donc on est vraiment dans des chiffres qui nous disent qu'il y a une très grande composante naturelle, composante héréditaire. Mais reste quand même aux environs de 30 à 40%, 30, 35, 40% de personnes qui n'ont pas de composante héréditaire ou en ce cas très peu. Et là, on peut se demander, ouais, mais alors ça vient d'où, quoi? Et surtout que, et ça je me souviens que j'avais écrit un article là-dessus, et c'est vieux, ça doit dater de 2014, 2015, quelque chose dans ces eaux-là, où il y avait eu une étude qui avait été faite en Allemagne. Parce que l'Allemagne, pour ceux qui sont de ma génération et peut-être un peu après, il y a eu un temps où il y avait deux Allemagnes. Il y avait l'Allemagne de l'Est et l'Allemagne de l'Ouest. Et ces deux Allemagnes ont donc été réunies en une Allemagne. Et cette étude avait porté sur les personnes qui venaient de l'Allemagne de l'Est, de l'ancienne Allemagne de l'Est, et des autres qui faisaient partie de l'Allemagne de l'Ouest. Et on s'est rendu compte dans cette étude que les Allemands de l'Est avaient beaucoup moins de narcissiques
dans leur population que ceux qui étaient originaires de l'Allemagne de l'Ouest. Donc de toute évidence, et ça c'était intéressant puisque on partait à la base de la même population qui ont été séparés en deux après la fin de la Deuxième Guerre mondiale, donc aux environs de 45-46. Et donc, on a eu plusieurs générations qui ont été élevées de façon différente, mais qui étaient qui étaient le même peuple. Et là, on a commencé à se dire, ouais, mais là, il y a un truc, parce que pourquoi est-ce qu'il y a plus de narcissiques dans l'Allemagne de l'Ouest que dans l'Allemagne de l'Est, du fait où on a le même matériel génétique à la base. Et donc, c'est comme ça qu'on en est venu un petit peu à étudier le sujet un petit peu de plus près. Alors, le problème ou la chose avec le narcissisme, c'est que c'est quelque chose qui est naturel chez nous. Et en fin de compte, quelque chose dont on a besoin. Vous avez besoin du narcissisme, d'un certain niveau de narcissisme. On a tous besoin de ça parce que si on n'est pas un petit peu narcissique, il n'y a pas de raison de se coiffer, il n'y a pas de raison de se faire beau, il n'y a pas de raison de se laver, il n'y a pas de raison de faire certaines choses ou de donner une bonne impression. Enfin, je veux dire, dans ce cas-là, on peut tout laisser aller, quoi. On n'a rien à foutre, et puis voilà. Donc déjà, il y a ça, et puis il y a aussi une composante nécessaire à notre survie, parce que c'est en se montrant qu'on peut se reproduire, c'est en faisant attention à notre santé qu'on peut survivre, enfin bref. Donc le narcissisme est quelque chose que l'on a en nous, et qui est nécessaire. Après, il va donc y avoir des cas où ce narcissisme est cassé à la base, dès le départ, où il y a un problème, ça va donc être les narcissiques de naissance, mais il y en a d'autres où on a déréglé leur narcissisme d'une façon ou d'une autre. Et donc, c'est ceux-là qui vont nous intéresser dans ce webinaire. Et donc, tout ce narcissisme, c'est donc déjà en place chez l'enfant. L'enfant, à la base, est extrêmement narcissique. Et ce narcissisme est, en fin de compte, non seulement c'est une phase normale du développement, non seulement ça contribue donc à faire cette identité, à composer l'identité. Qui suis-je? Qu'est-ce que j'aime pas? Qu'est-ce que je veux pas? Ça favorise également l'estime de soi. On se considère comme une personne en tout et pour tout. Et ça encourage l'exploration, ça encourage l'apprentissage parce qu'on veut se développer, on veut apprendre des choses, etc. Et chose qui peut paraître assez incroyable, c'est la base du développement de l'empathie. Ça aussi, c'est quelque chose de relativement nouveau. Et c'est là où, dans nos générations, en fin de compte, les choses se cassent dans la société. C'est-à-dire que si on prend un enfant à la base qui n'est donc pas narcissique, enfin qui n'a pas de trouble de la personnalité narcissique, eh ben si on ne l'aide pas à développer son empathie, ou si on lui met les bâtons dans les roues, et ben du coup, ce détachement entre le narcissisme naturel et l'empathie, il va pas se faire, ou il va mal se faire. Alors pour expliquer un petit peu comment l'un peut mener à l'autre, on part du principe qu'au point de départ, le narcissique, c'est naturel, c'est un narcissisme naturel. Donc l'enfant, il commence avec une vision égocentrique du monde, il perçoit tout à travers ce prisme de ses propres besoins, de ses propres désirs, etc. Et ça, c'est une étape tout à fait normale et nécessaire. C'est nécessaire pour sa survie, parce que si le bébé ou le tout petit enfant ne vous fait pas remarquer qu'il a faim, qu'il a soif, qu'il a envie de faire caca, pipi, etc., eh ben les choses vont très mal se passer. Donc ça fait tout simplement partie de son système de survie. Donc c'est ce qui va lui permettre de se développer, de développer un sens de soi, et à travers de ça, il va venir une reconnaissance des autres, parce que au travers des réactions sociales, des interactions sociales répétées, que ce soit avec les parents, avec la famille, avec les autres enfants, l'enfant commence à réaliser qu'il y a d'autres personnes qui existent, qui sont indépendantes de lui et qui ont leurs propres besoins, leurs propres désirs, tout ce que vous voulez. Donc,
Le développement normal de ça, c'est également que l'enfant prend conscience des émotions d'autrui. D'ailleurs, il commence à observer, il reconnaît que il reconnaît les expressions émotionnelles des autres, il peut voir que les autres agissent de la même façon que lui, pleurent, rient, demandent, etc. Et donc, il apprend que, les actions, ses actions à lui ont des conséquences aussi pour les autres, donc pas seulement pour lui-même. Donc tout ça, ça va être à la base, ça va être un développement. Puis, alors c'est entre 2, 3, 4, 5 ans environ, l'enfant développe la capacité de comprendre, donc c'est ce qui s'appelle la théorie de l'esprit. L'enfant développe la capacité de comprendre que les autres, ils ont des pensées, tout comme lui, ils ont des croyances, ils ont des désirs qui sont éventuellement différents des siens. On n'est pas tous faits à l'usine avec le même schéma. C'est comme ça, quoi. On a tous des désirs un petit peu différents. Et c'est là, généralement, qu'il peut y avoir certains conflits, etc. Et c'est là où interviennent, entre autres, les parents ou les éducateurs qui vont dire « Attends, il faut aussi penser aux autres, il n'y a pas que toi, lui ou elle a aussi besoin de ça, ou non, on n'est pas d'accord, c'est pas parce que toi tu le veux que tu peux décider pour tout le monde. » Enfin bref, vous voyez, c'est comme ça que les choses commencent à se développer. Et donc, ça fait que l'enfant obtient également une capacité à se mettre à la place des autres, puisque il peut voir que les autres, tout comme lui, ils aiment pas trop quand on lui fait mal. Et d'ailleurs, c'est également un argument qu'on utilise souvent. Enfin, on le faisait à mon temps, hein. Maintenant, ça se fait sûrement plus. C'est plus à la mode. Mais généralement, on disait, non, écoute, c'est normal que Robert, il aime pas que tu lui mettes le doigt dans l'œil. Comment est-ce que toi, tu le sens si on te met le doigt dans l'œil? Ah oui, c'est vrai, ouais, ça me ferait pas du mal. Voilà. Donc, c'était une méthode qui était utilisée régulièrement, et c'est comme ça aide également à ce que l'enfant se mette à la place de l'autre en voyant qu'on a des points communs, et ça développe, en fin de compte, ça développe, tout ça, ça en fait un développement de l'empathie. Donc, il est important de comprendre que même si je vous l'ai fait comme une espèce de développement linéaire, il ne se produit pas tout seul. C'est-à-dire que si il y a un besoin le rôle des parents, le rôle des éducateurs est tout à fait crucial dans ce modèle, parce qu'ils modélisent déjà l'empathie, la façon dont ils se comportent. Ils encouragent l'enfant à considérer les sentiments des autres, à penser aux autres, et ils valident ses émotions à lui. Donc vous avez ça, vous avez les expériences émotionnelles de l'enfant qui vont donc l'aider à comprendre et à reconnaître ses émotions, donc le doigt dans l'œil chez lui et chez les autres. Et puis bien entendu, il y a une maturation cognitive qui se développe également et qui va permettre une compréhension plus complexe des états mentaux d'autrui. Donc tout ça, c'est ensemble, et puis après, alors ça varie aussi d'un enfant à l'autre, parce que vous allez avoir des enfants qui vont être matures plus rapidement que d'autres, etc. Enfin bref, c'est pas, encore une fois, on parle pas de programmer un ordinateur. Les enfants sont un petit peu différents, donc tout ça se passe un petit peu de façon, pas nécessairement exactement de la même façon pour tout le monde. Mais en gros, c'est comme ça que le narcissisme, si tout se passe bien, se développe et devient, en fin de compte, de l'empathie. Alors, on va garder une partie de narcissisme, bien entendu. Comme je vous l'ai dit, elle est nécessaire pour notre développement et pour former notre identité, donc, du coup, pas de souci. Maintenant, on a un autre problème, c'est que notre société, de plus en plus, s'est développée à mettre les enfants au centre de tout. C'est ce qu'on appelle le phénomène de l'enfant roi. Donc vous avez des enfants qui, c'est parti d'une bonne intention, hein, mais comme on le dit, le chemin des enfers est pavé de bonnes intentions. Et dans ce cas-là, ça peut avoir des conséquences extrêmement négatives sur le développement psychologique de l'enfant. Alors, le problème, en quelque sorte, c'est que l'influence est multiple. Ce n'est pas seulement les parents, comme on aimerait bien le dire, ou les réseaux numériques, ce que vous voulez, parce que c'est facile de mettre tout le problème sur un truc, et puis comme ça de pas voir l'autre. Mais déjà, vous avez les modèles éducatifs qui, ces dernières décennies, ont évolué
énormément. On est passé d'une éducation qui était très autoritaire, peut-être même trop autoritaire à certains endroits, ça je veux pas le cacher. Mais par contre, c'est un petit peu comme si, alors, on est passé à une approche qui va privilégier l'épanouissement de l'enfant. Et puis alors donc, du coup, là maintenant, après, l'enfant est totalement libre et c'est tout juste si c'est les enseignants qui sont pas totalement en tort. Je me souviens d'avoir vu cette petite image rigolote, où à gauche, on pouvait voir, il y avait écrit 1967, et puis on pouvait voir la maîtresse qui était assise à son bureau, et puis les parents et leur enfant qui était debout devant le bureau de la maîtresse. Et puis il y avait le père qui montrait le carnet de notes à l'enfant et qui lui disait « Mais qu'est-ce que c'est que ces notes ?» Et puis après, il y avait écrit 2012, et puis le père montrait le carnet à la maîtresse et lui disait « Qu'est-ce que c'est que ces notes ?» Et c'est en fin de compte un petit peu ce qui est en train de se passer. Et donc, en partant du principe de placer l'enfant au centre de tout et de le laisser se développer comme il en a envie, et en partant du principe que tout ce qu'il fait, c'est parfait, donc cette surévaluation de l'enfant, il suffit qu'il soit heureux, qu'il soit confiant, et donc on lui donne des compliments, on lui met plus de limites. Les compliments, ils sont même pas mérités, hein, pas besoin, peut être excessif. Et ça va faire que l'enfant va continuer à développer une image de soi exagérément positive. Et ça, mes amis, c'est la caractéristique principale du narcissisme. D'accord ? C'est celle dont je vous ai parlé il y a peu de temps. Donc après, vous avez, en plus de ça, il n'y a plus de limites. Il faut surtout pas que ces pauvres petits soient frustrés. Faut pas leur dire non, faut pas les empêcher de faire quoi que ce soit. Je me souviens quand j'étais petit, j'habitais chez ma grand-mère. À l'époque, il y avait un petit camion, une camionnette de glace qui sonnait quand elle arrivait dans le quartier. Et donc, une boule, 1 franc, 3 boules, 2 francs, c'était l'époque. Et je me souviens que quand au départ, c'était le jeudi, après c'était donc le mercredi. Et quand elle arrivait, j'allais demander à ma grand-mère, donc 1 franc, en espérant qu'elle m'en donne 2, pour la glace. Et des fois, elle me disait oui, j'avais 1 franc, des fois, elle me donnait 2 francs, et des fois, elle me disait non. Et je disais, mais pourquoi on n'a plus d'argent ? Si, c'est pas le problème. Mais il est important pour toi de comprendre que tu peux pas toujours avoir ce que tu veux. Et en fin de compte, c'était une leçon riche. On peut pas toujours avoir ce qu'on veut. La frustration, ça existe. On connaît tout ça. Mon petit gars, c'est frustrant pour toi de pas avoir une glace aujourd'hui, mais tu vas pas en mourir. Tu vas voir. Et de toute façon, les frustrations, tu vas les connaître. Donc du coup. Tout ça, c'est parti. Il faut plus de frustration, il faut plus de limites, et donc du coup, toutes ces pratiques font que l'enfant ne pense plus qu'à lui-même, et cela empêche un développement correct de l'empathie, tout simplement. J'ai refait un petit peu le même schéma là. Donc si vous regardez le schéma dont je viens de parler, alors le point de départ, le narcissisme naturel, c'est bon, il est là. Donc la reconnaissance des autres, là déjà, il commence à y avoir des soucis. Parce que les autres existent indépendamment de lui, ça encore à la limite il peut comprendre, et qu'ils ont leurs propres besoins ou désirs, là déjà on signifie au gamin que, en fin de compte, les autres, t'as pas à y penser parce que c'est toi le centre. Donc déjà, là, à la base, on met déjà du gravier dans la machinerie. Après, pour la prise de conscience, le fait qu'ils reconnaissent les expressions émotionnelles, là aussi, peu importe. Et puis apprendre que ces actions ont des conséquences pour lui-même, mais aussi pour les autres. Non, justement, parce que ces actions, elles ont plus de conséquences pour lui, elles ont plus de conséquences pour lui. Les conséquences pour les autres, on s'en fout un peu. Donc vous voyez, en fin de compte, oui, il peut comprendre que les autres, donc à la théorie de l'esprit, il peut comprendre que les autres ont des pensées, des croyances et des désirs qui sont différents des siens, mais ils doivent s'adapter aux siens. Si tu me dis il au lieu de me dire elle, parce que je veux m'identifier à une fille, je tape ma crise. Donc vous voyez, on est en fin de compte arrivé à tout planter petit à petit, ce qui fait qu'au résultat de tout, on arrive en fin de compte à avoir des enfants qui développent des traits de caractère narcissiques et qui finissent par être de parfaits petits narcissiques.
Et donc ça fait pour les 30 ou 40% de personnes qui ne sont pas des personnes, qui sont héréditaires, mais qu'on fabrique tout simplement. Alors, est-ce qu'on peut changer ça? Ouais, sûrement. Maintenant, le truc, c'est que les gens se renvoient la balle. Donc ça marche pas comme ça. Ça sert à rien de dire oui, mais tout est la faute des réseaux sociaux. Non, ils participent, c'est vrai. Donc c'est à vous de gérer ça. Après l'école, l'environnement de l'école, il y participe également. Mais là aussi, il va vous falloir essayer de faire preuve d'influence là-dessus. Après la société, ça va être les amis, ça va être les copains. Et là aussi, il va peut-être aussi falloir essayer d'avoir une influence là-dessus. Et puis, pour ce qui est de à la maison, là aussi, ça va être mettre des règles, changer certaines choses, l'obliger à penser aux autres, qu'il y ait des conséquences à ses actions, même si c'est des actions négatives, et même si c'est des conséquences négatives. Il faut réapprendre, en fin de compte, à élever les enfants. Et ça, je pense que je crois qu'on est arrivé au moment où il faut vraiment bouger, quoi, parce que là, en ce moment, je vais avoir beaucoup de clients. Donc, c'est pas mal, ça fait tourner le tiroir caisse, mais à part ça serait quand même mieux si on avait un peu moins de narcissique. Après, on va passer aux troubles de la personnalité antisociale. Alors, je ne parle pas de pervers narcissique parce que c'est un terme qui n'existe pas. C'est un fourre-tout qui veut absolument rien dire, donc ça, on n'en parle pas. Le trouble de la personnalité antisociale, le vieux nom pour ça, c'était le psychopathe ou le sociopathe. Il n'y a pas de différence entre ces trois termes. Psychopathe, sociopathe sont tous les deux les anciennes dénominations du trouble de la personnalité antisociale. Le truc est que, à la base, les gens qui utilisent ou qui utilisaient psychopathe partaient du principe que le problème était psychologique, était quelque chose qui était biologique en quelque sorte, qui était dans la psyché, et les gens qui utilisaient le terme sociopathe, c'était dû à la société qui faisait que les gens réagissaient de façon mauvaise parce que à cause de l'influence négative de la société. Donc en fin de compte, les psys à l'époque utilisaient le terme sociopathe ou psychopathe dépendamment de ce qu'ils pensaient était la cause du mal ou de la personnalité, mais en fin de compte, c'était pour parler de la même personnalité. C'était juste sur la base sur laquelle on n'était pas d'accord. Aujourd'hui, moi, j'utilise sociopathe, non pas parce que j'estime ou je pense que c'est la société qui a la faute de ça, parce que ça ne l'est pas, encore une fois, comme on le va voir dans un instant, mais parce que si je dis psychopathe, les gens se voient un Hannibal Lecter ou quelque chose dans ce genre-là, un meurtrier en série, etc. Or, les psychopathes, c'est beaucoup d'autres que ça. Sinon, en fin de compte, les psychopathes tueurs, c'est juste une toute petite partie des psychopathes. Donc, c'est pour ça que je préfère utiliser le mot sociopathe, histoire de pas donner d'image, de mauvaise image, enfin, d'une image qui pourrait vous mener dans une mauvaise direction. Alors, plutôt que de dire la personnalité antisociale, je vais continuer à dire sociopathe, sans ça on n'en finira pas. Entre autres, encore une fois, c'est pas tous les signes. Ça va être des personnes qui vont avoir un mépris total pour les droits d'autrui. Là, c'est encore pire que le narcissique. C'est vraiment les droits d'autrui n'existent pas. On en a absolument rien à foutre. Ils transgressent toutes les normes sociales, les normes légales. Aucune culpabilité. Vraiment rien à secouer. Ils sont experts dans l'art de tromper, manipuler. Ils utilisent le mensonge, la séduction, à peu près tout pour arriver à leur fin. Ils sont également très impulsifs dans leurs réactions. C'est-à-dire que s'ils ont envie de faire quelque chose, ils le font. Ils vont pas réfléchir. C'est un petit peu normal parce que d'un côté, du fait où ils en ont rien à foutre des autres, du fait où ils en ont rien à foutre des lois, du fait où ils en ont rien à foutre des règles,
En fin de compte, il n'y a pas grand-chose qui le retient, donc voilà, on fait ce qu'on en a envie. Donc ils agissent d'après leurs impulsions, d'après ce qu'ils ont envie de faire, et puis ils planifient généralement pas, la plupart du temps, ils planifient pas à long terme, donc ils peuvent planifier quelque chose qu'ils ont envie de faire d'ici quelque temps, se venger de quelqu'un ou faire du mal ou ce que vous voulez, mais les trucs à plus long terme, là, ça marche pas. Et puis, ils vont pas hésiter à devenir violents, hein, non seulement psychologiquement, mais bien entendu aussi physiquement. La sécurité, que ce soit la leur ou celle des autres, également, ça les gêne pas. Et puis, ils ont une irresponsabilité totalement persistante dans le travail, dans les obligations financières, dans les obligations légales, dans toute obligation que ce soit. Ils n'ont absolument aucune obligation. Le narcissique peut comprendre les obligations. Il les accepte pas toujours, on est bien d'accord. Et il se croit exempt des règles, mais il reconnaît les règles et il reconnaît qu'elles sont là, en fin de compte, et qu'il peut avoir des problèmes si il va au travers. Que le sociopathe, absolument rien à faire. C'est vraiment, ça n'existe pas, quoi. Et puis, une absence totale de remords. Et ça, c'est vraiment le signe distinctif. C'est aucune culpabilité pour le mal qu'il cause aux autres. La culpabilité connaît pas. D'accord ? Et donc, il y a d'autres signes caractéristiques, mais là aussi, vous pouvez voir la vidéo que j'ai faite sur le sujet du sociopathe. Encore une fois, et comme avec le narcissisme, il y a eu des études sur le sujet. Et là aussi, vous avez Rhee et Waldman en 2002, vous avez Tufblad et d'autres en 2011, et Bivan et d'autres également en 2011, qui ont fait des études. Alors, Rhee et Waldman, ils ont fait une méta-analyse, c'est-à-dire qu'ils ont pris les autres analyses et puis ils ont analysé les analyses et les résultats des autres études sur justement l'héréditabilité du comportement antisocial. Et les autres, ils ont travaillé. Alors, Tufblad, c'était surtout chez les adolescents. Et puis, Beaver, c'était le développement. Et tous les trois également sont tout à fait d'accord avec également une notion héréditaire, aussi de l'ordre de 65 à 70%. Donc, ça, c'est héréditaire, on le sait. Mais encore une fois, on a une trentaine de pourcents de personnes qui ne sont pas explicables par l'hérédité. Alors, déjà, pour bien comprendre le monde émotionnel du sociopathe, il faut comprendre qu'ils n'ont pas d'émotions du tout. Les émotions, ils ne connaissent pas. Donc, ils n'ont pas d'émotions profondes. Et cela veut dire que ils n'ont absolument aucune empathie émotionnelle. Ça, ils ne connaissent pas. Ils ne connaissent pas l'empathie émotionnelle, ils ne savent pas ce que c'est. Ça veut dire qu'ils ne peuvent pas ressentir, ils ne peuvent pas partager, ils ne peuvent pas ressentir les émotions des autres. Par contre, certains d'entre eux, mais pas tous, peuvent comprendre intellectuellement les émotions d'autrui. C'est-à-dire qu'ils peuvent les analyser d'une façon logique, en disant, ok, quand il réagit comme ci et comme ça, c'est telle et telle émotion, et dans ce cas-là, moi je peux faire ça, ou moi je ne peux pas faire ça, etc., pour le manipuler comme je veux. C'est ce qu'on appelle l'empathie cognitive. Et ça, certains sociopathes peuvent la comprendre, et c'est justement cette connaissance qui leur permet de manipuler les gens. Et donc, les émotions que eux, ils vont partager, ça va être des émotions qui vont être extrêmement superficielles, mais la plupart du temps, ça va être quelque chose de simulé. D'accord ? Ils ont appris quelles sont les émotions appropriées dans certaines situations. Et donc, elles vont toujours manquer de profondeur et de sincérité, tout simplement parce qu'ils ne les ont pas. Et un des points extrêmement importants, et d'après les études, c'est sur ce point-là qu'on se base pour trouver la raison principale de ces diverses réactions, ça va être que les sociopathes ne connaissent pas la peur.
Ils savent pas ce que c'est. Vous savez, l'histoire d'Astérix et Obélix avec les Vikings qui devaient venir en Gaule pour apprendre la peur. Eh ben, pour les sociopathes, c'est à peu près ça. Ils ne connaissent pas la peur. Ils ne savent pas ce que c'est. Oui, comme le dit Olivier, ils peuvent reproduire les émotions par mimétisme. Exact. Mais la peur, ils ne la connaissent pas. Et là où est le souci, c'est que la peur est nécessaire. Elle est nécessaire pour nous, pour l'être humain, pour apprendre ce qu'on peut faire, ce qu'on ne peut pas faire, ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Si j'ai pas peur de me brûler, ben je risque de me brûler à la première occasion venue. Si j'ai pas peur de la mort, si j'ai pas peur de me faire mal, si j'ai pas peur de perdre de l'argent, eh ben il y a des choses que je vais faire que je ne devrais pas faire. Et ça fait que les sociopathes prennent des risques énormes et ils ne prennent absolument pas en considération les conséquences de leurs actes, parce que pour eux, il n'y en aura pas. Ils se croient invincibles, ils se croient fantastiques. Ils vont s'imaginer, même si je commets un meurtre, les flics sont trop cons pour me choper, les autres sont moins intelligents que moi de toute façon. Enfin bref. Donc ils n'ont absolument aucune crainte. Ce qui fait qu'ils ont un vide émotionnel, en fin de compte, ils ont un vide en eux, ce qui fait que c'est pour ça qu'ils recherchent généralement, très souvent, des sensations fortes. Et c'est donc ça qui peut les mener à des comportements très extrêmes et très dangereux. Alors, pourquoi le sociopathe est comme il est ? Donc, cette relation avec la peur est donc extrêmement centrale. Et puis donc après, vous allez avoir des capacités, enfin un problème donc dans le cerveau qui est dans l'amygdale, qui est une partie du cerveau qui fait partie du système limbique, qui traite justement des émotions et notamment de la peur. Et donc cette amygdale, si apparemment il y a un défaut de naissance ou s'il y a un traumatisme crânien ou ce que vous voulez, eh ben ça peut expliquer une difficulté à ressentir la peur, l'anxiété, et de là mener à un comportement antisocial. Donc l'absence de peur peut venir de différentes choses. Et une des choses qui peut être importante, c'est qu'en fin de compte, en ce moment, dans beaucoup de pays, dont la France, lorsque quelqu'un commet une agression, quelque chose d'illégal, en fin de compte, il n'y a pas de conséquence. Il n'y a absolument aucune conséquence. À propos de la mort de comment il s'appelle, de Naël, c'était l'an dernier. Un an plus tard, donc il y a quelques semaines, il y a eu une réunion pour se remémorer Naël, qui était donc mort depuis un an. Et la mère de Naël a fait un discours. Alors je vous invite à l'écouter si vous le retrouvez sur YouTube. Je ne sais pas pour vous, mais moi ça m'a quand même interpellé. Parce que la mère de Naël, quand elle a tenu ce discours, en fin de compte, elle a dit ouais, bon, personne ne devrait mourir pour un refus d'obtempérer, donc on a tiré sur mon ange, on l'a tué, et ça ne devrait pas arriver. Ça, à la limite, on peut être d'accord. Et donc, par la suite, elle a continué en disant oui, mais parce que, ouais, franchement, hein, c'est arrivé à tout le monde de conduire sans permis ou d'avoir un refus d'obtempérer. Alors si maintenant on commence à flinguer tous les gens qui ont un refus d'obtempérer et de conduire sans permis, où va-t-on ? Et ça, enfin, je sais pas vous, mais moi ça m'a quand même choqué. Je sais pas, moi je connais personne qui conduit sans permis. Je connais personne qui a des refus d'obtempérer. Alors, je sais pas vous, hein, peut-être que vous êtes dans un environnement différent. Mais on arrive à un phénomène où, en fin de compte, il n'y a pas de conséquences à nos actes. Et surtout, il n'y a pas de raison d'avoir peur. On n'a plus peur des autorités. Les jeunes sont élevés avec un manque de peur des autorités. Comme on l'a vu précédemment par rapport au narcissique, les profs, ils n'ont plus rien à dire, les enseignants encore moins, la gendarmerie, la police, tout ça, non, peu importe. Et quand il se passe quelque chose
où il doit y avoir une réponse de la loi, du fait où les tribunaux sont engorgés, la réponse, elle viendra 1 an après, 2 ans après, ou elle viendra peut-être jamais, ou je sais pas. Après, je connais pas les limites, mais c'est des trucs du genre 6 mois, 1 an, etc. Il y a pas de conséquences aux actes, aux erreurs qui sont faites. Et les parents non plus. Je veux dire, quand vous avez des parents qui disent tout le monde peut conduire sans permis, oui, c'est vrai, il n'y a pas de conséquences, il n'y a pas de raison d'avoir peur. Donc du coup, on est en train de composer des sociopathes en les élevant tout simplement comme de bons sociopathes. Donc vous avez toujours le côté narcissique dont j'ai parlé, il est toujours là, hein, il existe également partout un petit peu dans la société, donc c'est ça renforce un petit peu toutes ces choses. Parce que, donc du coup, vous avez les enfants qui n'ont pas de limite claire. Ça va donc, quand l'enfant est tout petit, ça va être une confusion avec, bien entendu, les répercussions super importantes sur le développement de la personnalité. Ça, je veux dire, je vais l'apprendre à personne. Et puis, si vous n'avez pas des limites claires, que l'enfant sache ce qui est acceptable ou non à la maison, ce qui est acceptable ou non dans la société, du coup, il n'y a plus de repères. Mais après, de toute façon, comme dans la société, il n'y a pas de repères non plus. Parce que, à l'origine, on pouvait toujours dire aux gens, ouais, mais attends, si tu élèves ton enfant comme ça, quand il va sortir dans la société et qu'il voit que les choses sont tout à fait différentes, du coup, ça risque de l'éclater bien. Oui, non. Parce que du coup, quand il va sortir de la société, les choses seront exactement de la même façon. Donc du coup, ok. Donc c'est toute cette approche donne à l'enfant une perception totalement faussée des relations sociales, où il s'attend à ce que le monde fonctionne toujours selon ses désirs. Il n'a pas besoin de faire face aux conséquences de ses actes. Et donc, tout ça, ça va contribuer à un développement de traits antisociaux. Parce que l'enfant n'apprend tout simplement pas à considérer l'impact de ses actions sur les autres ou à respecter les règles sociales. Et donc, du coup, le fait de ne pas respecter non plus les biens des autres, ce qui appartient aux autres, l'autorité, de là à passer à ne pas respecter la vie des autres, il n'y a qu'un pas. Hein. Surtout quand on berce les enfants dans ce narcissisme. Du coup, les autres, déjà pour le gamin narcissique, les autres ils sont là pour moi. Donc du coup, si lui il est pas là pour moi, il a pas d'importance. On l'enlève. Et comme il n'y a pas de conséquences ou très peu de conséquences juridiques par la suite, et puis qu'après on commence à leur trouver des excuses, des explications pour oui mais le pauvre, il a eu une vie, et voilà, et ça a été difficile pour lui, etc. Oui. Donc du coup. En conclusion, en gros, on est en train de plonger dans un environnement de société dans lequel on est en train de composer des narcissiques, des sociopathes. Alors, les sociopathes, il n'y en a pas beaucoup à la base. Hein. Les sociopathes, c'est à peu près 1,5% de la population. Donc, souvent pas beaucoup. Les narcissiques, il y en a déjà plus. Hein. Les narcissiques, c'est entre 20 et 25% de la population, et c'est en hausse extrême. J'avais vu une étude qui disait que les jeunes nés dans les années 90, les milléniums, et puis ceux qui sont nés un peu après, là, le nombre de narcissiques est monté en flèche. Donc là, même 25%, ça ne le fait plus. Du coup, voilà, quoi. Alors, est-ce qu'il y a une solution ? Après, je sais pas. Je pense que, j'aimerais penser qu'il y en a une. C'est un petit peu mes principes, sans ça je ferais pas le boulot que je fais aujourd'hui. Mais je pense que c'est quelque chose qui devrait être travaillé sur plusieurs fronts. Sur le front de la famille, déjà pour commencer. Sur le front de la psychologie et des professionnels de la santé, il faut laisser tomber un petit peu ces idées qui datent de l'époque de Freud, etc., des années 60. Laissez-les se développer, laissez-les faire ce qu'ils veulent. Les enfants sont merveilleux. Non, les enfants sont pas merveilleux. Bon, c'est pas des diables non plus. Hein, c'est ni l'un ni l'autre. Hein, c'est des enfants. C'est des êtres humains tout simplement. Il faut avoir une influence. Il faut agir du point de vue de l'éducation nationale.
il faut agir du point de vue de la justice, enfin bref. Il y a beaucoup d'endroits sur lesquels il va falloir agir si on veut résorber tout ça et prendre une nouvelle direction. Je pense que c'est possible, hein, mais je ne pense pas qu'on verra les résultats de ces changements. Je pense qu'ils viendront, tout simplement parce qu'aucune société ne peut se développer continuellement de cette façon. À un moment donné, ça va s'écrouler. Et donc, on va être obligé de remettre certaines règles. Donc ça va se produire, mais je pense que ça ne se produira pas. Je ne pense pas avoir le temps de le voir. Mais peut-être vous ou vos enfants. Voilà. Il n'y a aucune volonté politique, me dit Olivier. Je pense, ça me paraît très difficile, ouais. Ça me paraît très difficile. Parce qu'il va falloir prendre des décisions qui sont pas, qui vont pas être sympas, hein. Parce que je veux dire, personne n'aime prendre des décisions qui disent bon, on va construire des prisons et puis il va y avoir des conséquences, etc. Voilà. Et puis les gens ont très peur d'être appelés fachos si on dit ce genre de choses, alors que personnellement, je trouve que le fascisme est plutôt de nous obliger à subir ce genre de choses. Mais bon, après, ça, c'est mon point de vue. Parfait. Et bien, sur ce, je vous laisse pour ce premier webinaire. Merci d'être venus si nombreux. Merci d'être venus, et merci d'être venus même en retard, Ariane. Et puis, écoutez, je vous retrouve d'ici une quinzaine de jours pour un autre webinaire. Si vous avez envie que je prenne un sujet qui vous intéresse, faut pas hésiter à m'envoyer une email à cyril@malka.fr et me dire ce que vous aimeriez entendre. Et puis, je verrai ce que je peux faire pour vous. Et je vous dis à d'ici une quinzaine de jours pour un autre webinaire. Bonne soirée et au revoir. Cyril Malka, sans divan. Cyril Malka, sans divan. Sans divan. Cyril Malka, sans divan.